Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Fans du Polar. Un épisode assez particulier pour lequel j'ai eu du mal à trouver un titre et que j'ai fini par baptiser les polars inhabituels. Il est difficile d'introduire cette vidéo, je vais vous parler de choses qui sont un petit peu hors genre. Soit parce que ce sont des enquêtes policières d'un genre très particulier, soit parce que ce ne sont pas à proprement parler des enquêtes policières, mais qu'elles s'en rapprochent énormément. On rentre immédiatement dans le vif du sujet avec notre première partie, les détectives de la nature. Alors qu'est-ce? Eh bien, il s'agit ni plus ni moins qu'une série de documentaires animaliers, mais qui sont racontés comme une enquête criminelle, avec de véritables scénarios. Vous ne me croyez pas? Eh bien, générique. Imaginez une enquête criminelle dont tous les protagonistes seraient des animaux. Une victime innocente et bien sûr les suspects habituels. Rendons-nous sur le lieu du crime pour jouer au détective et traquer le meurtrier. Grâce aux techniques de pointe de la police scientifique, aucun indice ne nous échappera. À mesure que notre mystérieuse enquête progressera, parviendrez-vous à démasquer le coupable? Les détectives de la nature, donc. Alors, la série de documentaires est à la base américaine, mais a été doublée en français, et ne comporte malheureusement que 5 épisodes. Voilà, mais ce sont des épisodes très riches et très bien écrits, parce qu'il y a vraiment des scénarios avec des suspects, des fausses pistes, etc. Et vraiment, autant on apprend des choses sur les animaux, comme dans un documentaire, notamment ici les techniques de chasse des prédateurs, ce genre de choses, mais le récit de la voix off est vraiment commenté comme si on menait une enquête policière. Mais cela ne nous dit pas s'il a tué notre tortue. Pour le savoir, nous devons étudier le mode opératoire du jaguar et voir s'il s'applique à notre affaire. Les caméras nous fournissent des preuves intéressantes. Le jaguar tue bien des tortues, sans doute une tous les 3 jours. Il emporte leurs dépouilles dans la forêt, ce qu'un puma est incapable de faire. Malgré tout, cela ne suffit pas à éliminer la piste du crocodile. Nous avons trouvé le site d'une attaque possible par un crocodile sans pouvoir corroborer notre intuition avec le corps d'une victime. Nous avons les traces d'un crocodile, ses empreintes dans le sable et une traînée compromettante en direction de la mer. Si nous pouvons confirmer que le crocodile a bien tiré le corps jusqu'à l'eau, nous aurons un dossier solide pour l'inculper. Voilà, vous avez vu un peu à quoi ça ressemble. Alors sachez que chacune des enquêtes vaut son pesant d'or. Comme bien souvent dans les intrigues policières, le coupable à la fin n'est pas celui qu'on supposait au tout début, loin de là. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que les scénaristes s'amusent vraiment à étirer le suspense aussi longtemps que possible, et nous font languir le dénouement final, exactement comme dans une enquête policière normale. Tout particulièrement, je crois, dans l'enquête sur la mort du caribou, le 3e épisode qui se passe en Alaska. Un seul prédateur en est capable. Un animal dont les griffes acérées laissent la signature quand il abat sa proie. Un tueur qui attaque à la gorge et inflige des perforations fatales. Un chasseur dont le petit cousin a été blanchi par cette enquête. Cet assassin écumait l'Amérique du Nord il y a 10 000 ans. Mais il est encore vivant aujourd'hui, à l'autre bout du monde. C'est à couper le souffle. Je m'arrête là pour les détectives de la nature parce que la deuxième partie de cette vidéo va être beaucoup plus conséquente. Nous allons parler, tenez-vous bien, des mystères sans dénouement. Et oui, parce qu'il existe plus d'une œuvre où on nous pose une intrigue pour finalement ne pas nous l'expliquer à la fin. Ou du moins nous avons plusieurs solutions possibles, mais aucune explication claire, nette et précise. Évidemment, pour la seconde partie de cette vidéo, un petit avertissement. Je vais d'une certaine manière vous spoiler les films. Voilà, j'ai longtemps hésité à faire cette vidéo à cause de ce détail, puisque en un sens je vais vous révéler la fin des films, et en un sens je ne vais pas vous la révéler puisqu'il n'y en a pas à proprement parler. Donc voilà, ça a été très difficile pour moi de choisir si j'allais ou non faire cette vidéo. J'ai décidé que oui, parce que j'ai envie de prendre la défense de ces œuvres qui sont généralement très bien écrites. En l'occurrence, je vous ai fait une petite sélection de films dont aucun n'appartient à proprement parler au genre polar, mais chacun d'entre eux s'en rapproche beaucoup. On va commencer avec une icône du cinéma japonais, de monsieur Akira Kurosawa, Rashomon.
un film de 1950. On va partir du plus ancien et on remontera au plus récent. Pour la petite histoire, ce film a fait un flop quand il est sorti au Japon et a cartonné quand il est sorti en Europe et a contribué à faire connaître le cinéma asiatique chez nous. Concrètement, il s'agit d'un drame historique et d'une satire sociale sur le genre humain. L'action se déroule en pleine période médiévale et surtout en période de guerre civile, donc le pays est en ruine, mis à feu et à sang. Et dans ce contexte, trois hommes, un bonze, un bûcheron et un troisième, se retrouvent dans un temple en ruine pour s'abriter de la pluie. Et le bonze et le bûcheron vont raconter au troisième homme un procès auquel ils viennent d'assister et auquel ils n'ont absolument rien compris. Alors en l'occurrence, il s'agissait d'un procès pour meurtre. Une femme a été violée, son mari samouraï tué, puis détroussé, le tout a priori par un bandit. Et c'est le bûcheron qui, le premier, a découvert le corps. Alors, le film est décomposé en plusieurs morceaux, qui ont tous lieu en fait à travers des flashbacks, mais qui ne sont pas des flashbacks réels puisqu'ils correspondent aux versions des différents personnages. Tout commence par la version du bandit, qui avoue son crime, fier de lui. Il a réussi à piéger le mari et à l'attacher à un arbre, il a violé la femme, et ensuite, dans un acte de noblesse et de bravoure, il a délivré le mari, et a triomphé de lui au travers d'un combat particulièrement épique. Bon, on s'arrête là, je vous ai pas mis tout le combat parce que ça va bien. Ensuite, nous avons la version de la femme. Sa version à elle est très différente. Après que le bandit l'ait violée, il est parti, en laissant son mari attaché, et c'est elle qui l'a délivré. Malheureusement, c'est ensuite que les choses ont mal tourné entre eux. Voilà, donc elle avoue à demi-mot qu'elle aurait tué son mari parce qu'il la rejetait avec sa propre dague, et non pas avec le sabre comme l'avait dit le bandit. Et nous en arrivons à la partie que je trouve la plus intéressante, la version du mort, qui est temporairement ressuscité et parle à travers la bouche d'une chamane, et nous livre une histoire encore différente, bien entendu.
Voilà donc laissé seul dans la forêt après avoir été humilié par le bandit, ainsi que par sa femme, qui n'aurait pas été violée mais se serait offerte à ce dernier, et il l'aurait laissé tous les deux sanglotant dans la clairière. Par conséquent, que fait-il? Eh bien, ce que fait un samouraï honorable, il ramasse la dague et se donne la mort. Bref, alors qu'on semble ne pas être plus avancé, nous avons droit à un dernier récit, celui du bûcheron, qui finit par reconnaître qu'il n'a absolument pas découvert le mort, mais qu'il a assisté à toute la scène, et qu'il peut donc dire ce qui s'est passé. Il ne l'a pas fait au tribunal parce qu'il craignait visiblement d'avoir des ennuis et d'être traité de menteur. Donc selon lui, chacun des trois témoins a menti en fait, hein. Et dans la réalité, ils se sont tous couverts de ridicule, hein. Bon, la femme s'est bien faite violer, mais ensuite elle a stimulé la colère du bandit et celle de son mari pour les obliger à s'entretuer, sous prétexte qu'elle ne pouvait appartenir qu'à un seul homme. Ces deux-là l'ont fait, mais comme ils étaient aussi lâches l'un de l'autre, leur combat est loin d'être aussi épique que celui que décrivait le bandit au début. C'est vraiment beau, deux hommes virils en action. Ce doit être le combat au sabre le plus long de toute l'histoire de l'humanité. Bon, on arrête le massacre, hein. Au final, le bûcheron est accusé de mentir lui aussi, on découvre d'ailleurs qu'il a volé certains objets précieux sur la scène de crime, et donc on n'a pas vraiment de raison de le croire non plus. Et le film se clôture sans que la vérité nous soit réellement donnée, même si beaucoup considèrent que la dernière version, celle du bûcheron le moins susceptible de mentir, est la bonne. Mais l'intérêt de ce film réside vraiment dans cette analyse de la nature du genre humain, qui ment, qui est égoïste, qui fait tout pour se déifier, comme chacun des témoins à travers chacune de leurs versions. Chacun donne la version qui l'arrange le mieux. Le plus ébranlé par tout ça, c'est le bonze, qui est à deux doigts de perdre la foi, qui heureusement retrouve une petite lueur d'espoir à la fin. Alors, un petit mot maintenant sur Black Christmas, le père des slasher movies, c'est-à-dire les films d'horreur mettant en scène un tueur psychopathe qui massacre des jeunes gens. Dans Black Christmas, ce sont les sœurs d'une sororité qui se font assassiner les unes après les autres par ce maniaque. Pour info, il y a eu un remake plus récent de ce slasher dans les années 2000 qu'il ne faut surtout pas aller voir, parce que s'il fournit une explication, il est nul, épouvantablement nul, et il ne vaut rien comparé à l'original. Il vaut mieux ne pas avoir d'explication plutôt qu'avoir cette espèce d'explication pourrie qu'il nous donne. Donc dans Black Christmas, notre héroïne Jess est harcelée au téléphone par un inconnu, et des meurtres sont commis, sauf que celui-ci a l'intelligence de cacher les corps et que la police met un certain temps avant de réagir. On ne voit donc jamais véritablement le coupable, on aperçoit ses cheveux, des parties de son visage, ses yeux, ses mains, puisqu'il tue à main nue, et on ne saura finalement jamais qui il était. Il passe son temps, chaque fois qu'il tue ses victimes, à les appeler Agnès, en disant « Agnès, c'est moi, Billy ». Ok, c'est qui Agnès, c'est qui Billy, on peut savoir? Absolument pas. Mais c'est finalement peut-être un des meilleurs aspects de ce film, le mystère qui demeure jusqu'au bout. On peut imaginer un petit peu ce qu'on veut sur la nature et le passé de ce maniaque. Alors, malheureusement pour elle, Jess se fait agresser par le coupable dans la maison. Elle va réussir à lui échapper, à se réfugier dans la cave. Et puis là, une ombre surgit dehors, casse la fenêtre, rentre, s'approche d'elle, et du coup elle la tue pour se défendre. Il s'agissait de son petit ami Peter, que tout le monde considérera donc comme le coupable. Grave erreur, malheureusement. À la fin du film, les policiers, qui pensent tenir leur homme, qui n'est plus qu'un cadavre, laissent Jess seule dans la maison sous sédatif, avec tout de même quelqu'un pour garder la porte, bien entendu. Simplement, ils relâchent leur méfiance. On a ensuite une plan successive de différentes vues de la maison, de l'intérieur, et là, nous apercevons la trappe s'ouvrir et le tueur s'introduit à nouveau.
Voilà, et donc nous l'entendons marcher et continuer de chantonner Agnès, Agnès, pendant qu'on recule et qu'on s'éloigne de plus en plus de la maison. Et en plus, dans le grenier gisent les cadavres de certaines personnes qu'il a tuées et que la police n'a pas encore retrouvées parce qu'ils n'ont pas fouillé la maison. Et voilà, fête de beaux rêves après ça. Non, vraiment, c'est un excellent film, hein. Que ce soit les acteurs, le scénario, etc. Simplement, voilà, il faut pas être frustré. Il n'y aura pas de dénouement. Et d'ailleurs, on ne sait même pas concrètement si l'héroïne va mourir ou non. Elle est endormie, vulnérable. D'un autre côté, peut-être qu'il va s'en ficher, puisque ce qu'il aime bien, lui, c'est que les gens lui répondent d'abord au téléphone, et là, il est en train de téléphoner dans le vide. Peut-être que le policier en faction va aller voir, voilà. On ne sait pas ce qui va se passer du tout. Nous terminons avec un film plus récent, 2005, Broken Flowers. Et il s'agit là d'une comédie dramatique, beaucoup plus gentillette que tout ce qu'on a pu voir auparavant. Elle met en vedette un don Juan sur le retour, Bill Murray, que sa copine va plaquer. Je vous ai mis un petit bout de la séquence, je vous raconte la suite après. Je crois que je n'ai pas envie de rester avec un don Juan sur le retour, plus maintenant. Qu'est-ce que tu veux, chérie? Qu'est-ce que tu veux, Don? Tu n'as jamais pensé à fonder un foyer? C'est ça que tu veux? Je sais pas ce que je veux. Mais je veux juste le découvrir par moi-même, c'est tout. Bien, suite à ce départ, Don reçoit une lettre, anonyme, d'une femme qui lui dit qu'ils se sont connus telle année, qu'elle était enceinte de lui mais qu'elle ne lui en a pas parlé, qu'elle a donc eu un fils et que celui-ci vient de quitter la maison pour partir à sa recherche, même s'il ne sait pas grand-chose de lui. Alors lui, ça ne lui fait pas beaucoup d'effet, mais ça en fait beaucoup à son ami Winston, une espèce de passionné de polar comme moi, qui veut absolument que Don mène l'enquête pour découvrir qui est son fils, et qui va le pousser à le faire. Il va dresser la liste de toutes les femmes que Don a connues à l'époque, en l'occurrence il y en avait 4, 5 mais l'une d'elles est morte donc ça ne compte pas, et va demander à Don d'entreprendre un voyage pour aller leur rendre visite, et découvrir qui est son fils. Tu vas leur rendre visite, tu vas aller chez elles, tu vas les voir, tu apportes des fleurs roses. Tu ne fais que passer. Je ne fais que passer. Cherche des indices concernant ton fils. Des photos, n'importe quoi. Des preuves, comme du papier à lettres roses, de l'encre rouge. Un échantillon de son écriture si tu peux. Et trouve la machine à écrire. Apporte-moi cette machine. Et ensuite, je pourrai comparer les caractères avec ceux de la lettre. Tu es fou, Winston. Même si tu faisais tout ce qui est possible pour m'embarquer dans ce délire, ce qui est exclu, je ne suis ni l'inspecteur ni le détective privé d'un de tes polars. Oublie ça. C'est hors de question. Bien évidemment, sinon il n'y aurait pas d'histoire, il va y aller quand même et rencontrer chacune de ses ex, en essayant à chaque fois d'essayer de deviner laquelle est la mère de son fils. Alors je vous ai fait une petite compilation, pour que vous voyez chacune des 4 actrices et la manière dont il est reçu par chacune d'elles. Denis, c'est toi? Bonjour, Laura. Qu'est-ce que tu fais là? Donc avec celle-ci, ça s'est plutôt bien passé, voyons la suivante. On a du poulet pour le dîner. Qui avons-nous là? Bonjour, Don Johnston. Je suis un très vieil ami de Dora. Ah, vous n'avez pas l'air très vieux. Rien qu'un peu. Je m'appelle Ron. Don Johnston. C'est un de tes anciens amoureux, n'est-ce pas, chérie? Don vient d'arriver tout à fait à l'improviste. Eh bien, ravi de vous connaître, Don. Ron et Don. Dites, est-ce que Ron reste à dîner?
J'espère. Non. Je ne peux pas. Mais si, vous pouvez. N'est-ce pas, chérie? Ambiance un peu plus tendue déjà. Non. Non, tu ne veux pas me répondre? Non, je ne suis pas mariée. Je l'ai été. Des enfants? Oui. J'ai une fille, Liana, elle a 16 ans. Elle est en Suède. En Suède? Est-ce que moi aussi je peux te poser les mêmes questions? Puisque je t'ai raconté toute ma vie. Alors? Moi? Non. Je ne suis pas marié. Bien sûr que non. Et je n'ai pas d'enfant. N'est-ce pas? Là, ça devient carrément froid. Comment le saurais-je? Ben, j'ai pas vraiment souvenir d'une fin heureuse entre nous. Pas de réconciliation, rien. C'est toi qui es parti, Penny, tu te rappelles? Ouais. C'est très clair. Tu voulais quoi? Penny, est-ce que tu as un fils? Va te faire foutre, Tony! Et boum, on finit en apothéose, c'est de pire en pire. Alors, de retour chez lui, Don n'est pas plus avancé pour savoir qui est la mort de son fils, il fait son rapport à Winston. Puis un nouvel indice tombe qui pourrait indiquer que peut-être sa première petite amie qu'il a quittée est à l'origine de tout, et que donc il n'a absolument pas de fils, et que c'était des histoires. L'enveloppe et le papier ne sont pas tout à fait du même format. Quant à l'écriture, elle ressemble beaucoup à celle de l'adresse sur l'enveloppe, mais je suis pas sûr. Chérie t'aime encore. Tu crois que Chérie aurait pu envoyer la première lettre et inventer tout ça juste pour t'emmerder? Va savoir. Mais au final, aucune de toutes les hypothèses avancées ne sera confirmée ou infirmée. Et si on regarde bien le film, surtout qu'on le re-regarde comme je l'ai fait, on se rend compte qu'elles sont absolument toutes valables sans aucune exception. Et donc, au final, si on résume les questionnements, qu'est-ce que ça nous donne? Don a-t-il un fils? Eh bien, ma foi, on n'en sait rien. Maintenant, si oui, qui est la mère? Eh bien, voyons voir. On n'en sait rien. Et sinon, qui a écrit la lettre mensongère et pourquoi? Eh bien, encore une fois, on n'en sait rien. Voilà, l'intérêt de ce film ne réside pas en fait dans cette petite intrigue à résoudre de savoir s'il a ou non un fils, mais de voir cet homme, ce Don Juan sur le retour, être confronté en fait à son passé et à son présent, et à réfléchir sur sa vie. Parce qu'au final, le film se conclut, il se met à voir son fils de partout. Tous les jeunes hommes qui croisent, il se dit que ça pourrait être son fils, et évidemment, ça le fait réfléchir. Est-ce que ma vie valait la peine d'être vécue? Est-ce que ce serait différent si j'avais eu des enfants? Etc., etc. On va, avant de se séparer, terminer, ma foi, par la fin de ce film. Petit extrait où Don croit être face à son fils. Je sais que tu crois que je suis ton père, n'est-ce pas? Quoi? Allez, dis-le-moi, tu peux me parler, chef? T'es complètement barge! Attends! Voilà, c'est la fin de cette vidéo un peu spéciale de fans du polar. J'espère qu'elle vous aura plu quand même et donné envie d'aller voir certains des films ou documentaires dont j'ai parlé. Je rappelle pour les intéressés que je suis personnellement auteur de romans policiers chez Chemin Vert Édition. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux et aussi vous abonner à la chaîne YouTube. Comme d'habitude, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode de Fans du polar. A très bientôt!